Alors, est-ce possible d'avoir un retour sur la phrase importante: «J'aide qui à faire quoi?» Oui, bah, c'est une très bonne idée. Je pense que je peux vous inviter à, tous ou toutes d'ailleurs, parce que je me demande, c'est pas que vous avez pas que des filles en fait, oui, oui, on est, je suis le seul, je suis le seul, homme de ce call. Donc, je vous invite à toutes, l'écrire directement dans le déjà dans le, dans la conversation. Je sais pas comment ils appellent ça? Dans le chat, on va dire, dans le chat. Hem, Margot est arrivée aussi, mais c'est 100 féminin, hein. Et comme ça, au moins, on pourra voir ça. Et bon, après, peut-être que les gens vont envoyer un petit peu. Déjà commencer par ça et ensuite, je vais peut-être prendre les personnes une par une pour échanger avec vous en direct. OK. Donc voilà, je vous invite déjà peut-être à écrire cette phrase, hein, t chacun comme ça, en plus, ça va me permettre d'apprendre à vous connaître, de savoir un petit peu qui fait quoi. Ce serait top. Alors, nous avons les 2 Sarah qui font chauffer le qui font chauffer le chat. Je parle comme un animateur de radio. N'hésitez pas, hein, Aminata, Margot, Maud, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Hem, donc donc on a Sarah qui me dit, «Comment évaluer les 3 points durs? Sur quoi doit-on se baser pour estimer la note à chaque fois?» Alors ça, c'est compliqué, hein, de dire sur quoi on doit se baser parce que bon, bah, en fait, l'idée de mettre une note, c'est d'arriver à établir une certaine hiérarchie, entre les différents problèmes que vous allez, résoudre pour votre client idéal. Il y a pas de méthode mathématique, hein, c'est vraiment je peux vous indiquer les pièges à éviter. Les pièges à éviter, c'est de ne vous fier qu'à votre propre, comment dire? À votre propre avis. Voilà, ça, c'est le piège à éviter. On a toujours tendance, on peut penser qu'on connaît très bien son client idéal, mais la réalité est peut-être très différente de ce qu'on pense connaître. Donc ça, c'est le premier piège. Surtout ne pas mettre, de notes. Alors on parle de la note, mais de manière générale, hein. Ne pas se dire, «Je connais par cœur mon client idéal» et voilà. Se baser sur quelque chose de concret. Donc quelque chose de concret, c'est quoi? C'est faire des calls avec votre client idéal. Donc, un maximum, puisque évidemment chaque personne est différente. Donc vous allez avoir une personne qui va vous dire, «Moi, voilà tel quel problème j'ai», une autre personne qui va vous dire: «Bah, moi, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça». Enfin, chaque personne est un peu différente. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un maximum de calls, humainement possible, évidemment, hein, puisque, vous n'allez pas non plus en faire 3 milliards. Mais voilà, de faire un maximum de calls. Je peux vous donner une anecdote sur, qu'est-ce qu'on entre l'écart qu'on peut avoir entre ce que je pense savoir de mon client idéal et ce que je sais vraiment enfin, la réalité quoi, en gros. C'est un exemple que j'ai d'une formation en copywriting sur l'écriture d'une page de vente, où là, bah, vraiment, quand vous faites l'écriture d'une page de vente, bah, vous devez connaître parfaitement votre client idéal, puisque c'est littéralement, une page qui doit vendre pour vous. Et c'est, donc un exemple tiré d'une formation en copywriting. Et en gros, cette formation copywriting, dans cette formation, la personne écrit une page de vente pour un livre, pour les copywriters. Et il se dit: «Bah, tiens, pour avoir trouvé les meilleurs arguments pour vendre ce livre, bah, je pourrais dire que c'est le meilleur livre du monde, que le livre, il est indispensable» et cetera et cetera. Et puis il fait des calls avec des personnes qui sont, jeunes copywriters, débutants, quoi. Puisque forcément les copywriters qui ont déjà des clients, ils ont pas besoin de ce livre, hein, puisque c'est un livre pour apprendre le copywriting et cetera. Du coup, c'est quoi le problème dur de ces jeunes copywriters? Qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce qui vraiment les fait se mal dormir, quoi, hein? Qu'est-ce qui est douloureux? Quelle est la douleur vraiment presque inavouable? Et en fait, ils se rendent compte que tout ça, c'est pas le fait d'avoir envie, d'être riche, de trouver des clients et cetera. Non, c'est pas tous ces trucs-là. C'est, même si c'est quand même des problèmes, le problème vraiment qui est difficile pour eux, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est des jeunes copywriters, ils sont débutants, ils ont jamais eu de clients et d'un seul coup, en fait, ils se sentent vraiment comme des imposteurs parce qu'ils vont devoir se vendre à des clients, bah, forcément en disant que c'est des bons copywriters alors qu'ils n'ont jamais été copywriters, forcément par définition. Et c'est ça vraiment qui est le problème dur dans cet exemple-là. Du coup, sur sa page de vente, il va écrire un truc, par rapport à ça, quoi. Par il va dire que le livre permet aux personnes qui vont le lire de ne plus avoir le sentiment, d'être des imposteurs, enfin et cetera et cetera. Après vous le formulez comme vous voulez. Mais il a trouvé exactement le point douloureux, le truc qui va faire tiquer un maximum évidemment de personnes. Tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vraiment le truc où les gens vont se dire: «Oh là là, ouais, c'est clair, c'est moi ça». Donc voilà, ça c'est un exemple pour voilà, vous expliquer un petit peu, ce qu'on peut découvrir en appel avec des vrais clients.
Mais ça, il l'avait pas capté lui et celui qui a écrit la page de vente, c'est un copywriter pourtant. Mais ça pas c'est plus un copywriter débutant. Lui, il est copywriter, bah, il en a fait des pages. Donc il a oublié finalement. Donc il faut se méfier des fois, on pense se rappeler ce que pensent nos clients, notre client idéal parce qu'on peut-être on a nous-mêmes été comme ça, mais souvent en fait nos souvenirs, notre mémoire et cetera nous jouent des tours. Donc même si votre client idéal c'est vous, genre il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, méfiez-vous quand même de ça. Donc voilà pour l'exemple et je vais voir ce qui a été écrit dans le chat. Alors, donc on a Sarah Blanchard. Alors je suis désolé, je vais dire le nom de famille parce que quand je dis Sarah B ou Sarah D, mais même les lettres se rapprochent. OK, super, je suis psychologue du travail, voici ma phrase. Alors la phrase, hein, souvent on appelle ça une proposition de valeur. Donc parce que la performance d'une entreprise repose avant tout sur la qualité des interactions humaines. Je ne sais pas si le «parce que» est nécessaire, mais bon, OK. J'aide les dirigeants, DRH, managers, les équipes et chaque salarié. Donc déjà, on voit qu'on commence à avoir un problème parce qu'on aide tout le monde. Dans l'idéal, vous voulez aider une personne, vous voulez aider quelqu'un en particulier. Mais bon. Donc j'aide les dirigeants, les DRH, les managers, les équipes et chaque salarié à renforcer leur efficacité relationnelle, à transformer durablement leurs relations pour mieux travailler ensemble et s'épanouir. Depuis plus de 26 ans, j'accompagne les organisations à replacer l'humain au centre de la performance collective. Alors, on est typiquement sur la dernière phrase, hein. J'accompagne les organisations à replacer l'humain au centre de la performance collective. Je dirais même replacer l'humain au centre de la performance collective. On est typiquement dans le langage de voilà, il faudrait donner un nom à cette manière de parler, qu'ont beaucoup les consultants, les coachs en tout ce qui va tourner autour de la formation, du coaching, de l'aide et cetera, des personnes. On a ça dans le truc pour les équipes, pour le management et cetera. Ces formules-là toutes faites, qui veulent pas dire grand-chose, bon, il faut éviter quoi. Replacer l'humain au centre de la performance collective, vraiment là, c'est presque parfait quoi, hein, comme phrase qui veut tout et rien dire vraiment. On voit ce que ça veut dire sans vraiment voir ce que ça veut dire, enfin, c'est pas vraiment spécifique, on sait pas trop, donc on a une vague idée. Ça, dans vos propositions de valeur sont pas faites pour bien, sonner, en fait. C'est pas fait pour être une belle expression. Surtout éviter. Alors juste pour, rappel, hein, faut pas le mal le prendre si je dis ça, hein. J'ai travaillé 10 ans en recrutement, donc je connais très bien ce genre de langage puisque j'étais un petit peu dans ce genre de truc. Donc voilà, je parle en connaissance de cause. La performance des entreprises, la performance des individus, voilà, tout ça, j'ai pratiqué. Hem Même le début, hein, parce que la performance d'une entreprise repose avant tout sur la qualité des interactions humaines. Oui, c'est sûr, mais ça repose sur plein d'autres choses, quoi. Donc voilà, c'est pareil, ça, c'est pas, bon. Hem, donc le cœur de ça, c'est quoi? C'est j'aide les dirigeants, donc il faudrait choisir. J'aide qui? Les dirigeants? Est-ce que j'aide le dirigeant? Est-ce que j'aide le DRH? Alors là, j'ai l'impression que c'est j'aide tout le monde à transformer leurs relations pour mieux travailler ensemble. Moi, ce que je retiens, c'est que j'aide les personnes qui travaillent dans une organisation, dans une entreprise, à mieux travailler ensemble, en gros. C'est tout. Et bah, tout le reste, c'est du décor, quoi. C'est de la déco. Donc c'est quoi aider les gens à travailler ensemble? Si on enlève toutes les expressions un peu pompeuses, c'est quoi aider les gens à travailler ensemble? Parce que si j'enlève tout le reste, il reste plus que ça. Mais du coup, aider les gens à travailler ensemble, c'est pareil, ça veut tout rien dire, en fait. Donc comment on aide les gens à travailler ensemble? C'est-à-dire, heu, qu'est-ce que il y a plein de manières d'aider les gens à travailler ensemble. Donc là, Sarah, qui est psychologue du travail, concrètement, ça passe par quoi d'aider les gens à travailler ensemble? Ça passe par des séances individuelles, ça passe par des séances collectives, ça passe par travailler sur, je sais pas moi, sa posture vis-à-vis des autres, ça passe par une meilleure compréhension de soi et de sa place dans l'entreprise, ça passe par j'en sais rien moi. Hem, donc le problème aussi de Sarah, c'est peut-être que ça va dépendre des cas. Donc il y a beaucoup de gens comme ça, hein. C'est: «Bah, moi je fais ça, mais après ça dépend» parce que c'est un peu à la carte. Il y a une entreprise ou une ou des équipes,
ça va être ça leur problématique, d'autres ça va être ça, d'autres ça va être ça, et cetera, et cetera. Donc là, il y a des fois un travail quand même un peu de synthèse, on peut pas être hyper spécifique, mais globalement, il y a quand même plein de choses que Sarah ne fait pas et des choses qu'elle fait. Donc il faut essayer de vraiment de déblayer ça et de faire la liste de tout ce que Sarah fait en tant que psychologue du travail. Et une fois qu'il y a cette liste limitative, donc de tâches très précises, je sais pas, je fais par exemple des séances individuelles, je fais, des séances collectives et dans les séances après je sais pas ce qu'il y a dedans parce que je suis pas psychologue du travail, mais l'idée c'est vraiment d'être ultra spécifique. Je fais des séances individuelles pour aider, telle ou telle personne à réaliser telle ou telle chose ou et cetera. Une fois qu'on a fait cette liste, ensuite après on va se dire: «OK, dans 80 des cas, c'est quoi que je fais le plus? Qu'est-ce que je fais le plus? Qu'est-ce que je fais le moins?» Et cetera, et cetera. Il faut vraiment faire un travail comme ça, d'être hyper spécifique, quitte à avoir une liste de tâches et ensuite après, seulement de se dire: «OK, concrètement, qu'est-ce que je fais le plus souvent?» Et une fois seulement qu'on a ça, là, on peut se dire: «OK, maintenant comment j'essaye de résumer ou synthétiser ça?» Mais ça sera différent de «j'aide les gens à travailler ensemble», c'est sûr. OK, j'espère que ça aide aussi les autres, hein, parce que j'essaye de balayer. Donc voilà, heu, Maud, Maud Garnier, consultante en recrutement freelance et ancien alors j'étais pas freelance, mais j'étais ancien consultant en recrutement. LinkedIn est mon outil de travail pour le moment, tout est clair pour moi. Et bah, écoute, parfait Maud et bonne chance, hein. Apparemment, c'est très, très tendu en ce moment le recrutement. Alors je sais pas, parce que des fois ça dépend des secteurs. Hein, il y a tout c'est jamais la crise pour tout le monde. En tout cas, je te souhaite bon courage Maud. Je sais pas si c'est difficile en ce moment, mais j'ai toujours des amis qui travaillent en recrutement et ça a l'air d'être assez compliqué. Bon, même si on écoute les cabinets, c'est toujours compliqué, mais là, ça a l'air d'être encore plus compliqué que d'habitude. Ensuite, Margot: «Aujourd'hui, j'ai malheureusement un impératif qui m'empêche de participer aux 2 sessions». Ah! Et bah, c'est parfait. Heu, demain, je vais rattraper. OK, OK. Bon, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais en tout cas, c'est gentil. J'aimerais aussi recevoir séparément le lien vers les enregistrements. Alors normalement, vous recevez un email avec le lien vers le replay. Je vais mettre petite note pour vérifier que vous avez bien reçu, parce qu'évidemment tout ça est un peu, automatisé normalement. Donc je vais quand même vérifier. Donc je me note ça, lien replay challenge. Et je regarderai après, pour être sûr que ça a été envoyé, mais de toute façon, vous recevez ça par email, donc vérifiez bien votre boîte mail et vérifiez bien vos spams si jamais et cetera, et cetera, et si jamais c'est dans votre spam, n'hésitez pas à dire que ce n'est pas un spam et à répondre à l'email pour aider un maximum à ce que ça n'arrive pas en spam. Oui, j'ai mené plusieurs alors attends, Sarah, je pense que Sarah répond alors je sais pas par rapport à quoi Sarah? Ah oui, on reprend sur les problèmes durs. Donc on était sur les problèmes durs. Sarah me dit qu'elle a bien fait des interviews pour mieux connaître sa cible. Parfait, OK. Donc là, on a Aminata. Je suis consultante en stratégie et organisation d'entreprise. Mon travail consiste à concevoir la stratégie de l'entreprise sur les 3 à 5 ans. OK. Je cible principalement des PME en Afrique, pays déjà identifiés. Donc c'est déjà précis, parce que c'est pas tous les pays, c'est pas toutes les entreprises. OK. Pour mon ICP, j'ai 2 phrases, mais je ne suis pas sûr. Option 1. En 3 mois, j'aide les dirigeants de PME en phase de croissance à définir leur stratégie et structurer leur organisation pour atteindre une rentabilité et un impact positif et durable. On pourrait préciser les dirigeants de PME d'Afrique. Je ne sais pas en quoi c'est spécifique ou c'est utile de le préciser, mais si c'est vraiment le cas, bon, pourquoi pas le préciser? Hem, En 2, en 3 mois, j'aide les dirigeants de PME qui peinent à croître à poser les fondations d'une entreprise rentable et durable. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu. Donc en 1, on a: j'aide les dirigeants de PME en phase de croissance à définir leur stratégie et structurer l'organisation pour atteindre une rentabilité et un impact positif et durable. Ouais. Et en 3, j'ai les dirigeants PME qui peinent à croître, à poser les fondations, alors pour moi, c'est pas la même chose. Bon après je peux peut-être me tromper, hein. Dans l'option 1, bah, les entreprises, elles sont en phase de croissance. Dans l'option 2, elles ont du mal à elles ont du mal à être en croissance. Donc pour moi, c'est pas du tout la même cible, mais je peux peut-être me tromper Aminata, mais parce que là, moi, si j'ai une entreprise en croissance, j'ai pas du tout les mêmes problématiques qu'une entreprise qui n'a pas de croissance. Clairement, c'est pas les mêmes problématiques. Donc je sais pas si je me trompe, hein, ou si c'est une erreur de frappe, je sais pas, hein, mais ou j'ai peut-être mal lu, je suis fatigué, mais
Pour moi, il y a 2 cibles presque opposées et bon, c'est un conseil non sollicité, mais en tout cas, moi, si je devais choisir entre les 2, j'irais chercher les entreprises en croissance. Parce qu'elles ont ont plus d'argent que celles qui ne sont pas en croissance. Bon, voilà. En tout cas, l'une et l'autre proposition, sont bien formulées en tout cas, et j'aime bien, c'est en 3 mois, donc c'est précis, on cible parfaitement, c'est des PME. En plus, on a même, l'information que c'était en Afrique, donc les pays sont même déjà identifiés, donc parfait, et ensuite on a vraiment une vraie proposition en fait, on a un vrai problème. Soit elles ont de la croissance, soit elles en ont pas, peu importe. En tout cas, il y a un vrai problème identifié et on sait que, voilà, on va les aider à faire quelque chose. Donc moi, je trouve ça très bien, dans les 2 cas. Ouais, c'est très bien. Faut pas que ce soit compliqué, hein, comme je disais, c'est pas censé bien sonner, c'est censé être précis, donc moi, je trouve ça très bien. Hem, Ensuite, Sarah, donc qui nous dit donc Drissi, Sarah Drissi: «Je suis coach en neurosciences appliquées. J'accompagne en 9 semaines des femmes cadres, hypersensibles, en post-burn-out, à comprendre leur fonctionnement face au stress pour préserver leur santé et leur énergie, retrouver clarté et équilibre et construire une activité alignée avec leurs besoins et leurs valeurs». Alors, c'est très, très bien. En fait, c'est extrêmement précis et j'ai pas grand-chose à dire parce que je connais pas la cible, mais en tout cas, c'est très bien, formulé, c'est précis et la seule, comment dire? Et ça, c'est applicable à toutes les propositions de valeur, hein, que vous pouvez formuler. La seule chose que j'ai à c'est une question, hein, plutôt, c'est que chaque élément doit être parfaitement compréhensible par votre cible. C'est 2 fois cible. J'ai pas fait exprès. Donc en gros, comme je le disais tout à l'heure pour l'exemple avec les copywriters, quand on va dire aux copywriters, par exemple, je sais pas moi, «Ce livre aide les copywriters qui, cherchent leur premier client à supprimer le syndrome de l'imposteur», qui pourrait être une espèce de proposition de valeur pour le livre, hein, dont j'ai parlé au début en tant qu'exemple. Dès que la cible, donc le copywriter va entendre, le terme imposteur, sentiment d'imposteur et cetera, syndrome de l'imposteur, ça va lui faire mal à l'intérieur. Il va se sentir tout nu, il va se sentir découvert. Parce que c'est un truc qu'il ose pas dire aux gens. Du coup, tout de suite, il va se dire: «Wow!» Limite, il aurait presque honte d'acheter le truc devant les autres si vous voyez ce que je veux dire? Ça, quand vous avez ça, c'est que vous touchez au but. Parce que c'est exactement ce qui va faire réagir la personne. C'est le truc où vous vous dites: «Oh là là». Donc, vous voyez, c'est un peu comme quand vous voyez une pub à la télévision et vous osez pas réagir, mais vous savez que c'est pour vous, quoi. Et peut-être que vous avez des amis à côté et que vous vous dites: «Oh là, faut surtout que personne sache». Je vais prendre un exemple. Alors c'est pas forcément toujours honteux, hein, c'est pas c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment ce côté, vous savez, intime, en fait. Ça touche vraiment, là, on sent qu'on est dedans, quoi. Je sais pas, j'avais un exemple qui me venait en tête. Imaginez que vous êtes un adulte et vous avez des fuites urinaires et d'ailleurs je crois qu'il y a alors je vais me tromper, ça fait des années que je regarde plus la télévision, donc j'ai peur de dire une bêtise. Mais il me semble qu'il y avait une pub pour des couches pour adultes pour fuites urinaires, non? À un moment donné à la télé? Bon, je me trompe peut-être. Si c'est votre cas, c'est pas le truc que vous allez dire à vos amis, quoi. Ah, si vous voyez cette pub, en fait, vous allez vous sentir presque vous avez limite vous êtes en mode poker face, quoi. Vous voulez que personne voit votre réaction, surtout si c'est la même marque que vous achetez, ou surtout si vous en portez à ce moment-là, vous avez envie que personne sache que c'est le cas. Votre proposition de valeur doit avoir cet effet-là, en fait. Il faut vraiment que ce soit les mots de votre cible. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur toutes les propositions de valeur, évidemment, hein. J'ai pensé à ça parce que celle de Sarah, donc coach en neurosciences, est tellement précise. Je me dis: «Il faut pas que ça vienne d'elle». Il faut En gros, ce que je veux dire, c'est que faut pas que la manière dont vous expliquez ce que vous faites, ce soit la description de votre produit, service, accompagnement. Il faut vraiment que ce soit un miroir de ce que la personne ressent, de ce que la personne de son problème, en fait. OK? Donc quand je lis, hypersensible, est-ce que les femmes cadres se disent, elles, hypersensibles? En post-burn-out, bon ça, je pense que ça OK. Le stress, alors j'imagine, hein, qu'elles parlent de stress, hein, il y a pas de souci là-dessus, mais juste pour le truc, voilà. Est-ce qu'elles disent ça? Est-ce qu'elles se disent victimes de stress? Préserver leur santé, leur énergie, voilà, est-ce que c'est ça qu'elles se disent? Est-ce qu'elles disent elles-mêmes qu'elles veulent retrouver la clarté et cetera? Vous avez compris l'idée? OK, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein.
sur les problèmes durs, comment on évalue et cetera. Tout doit venir de votre cible, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que c'est difficile pour moi, je ne vais jamais vous dire votre proposition de valeur, elle est bonne ou mauvaise, parce que je ne connais pas votre cible. Je peux vous dire qu'elle me semble mal formulée, pas précise, pas spécifique, mais pas fausse en soi. Hem, Ensuite on a Sarah Blanchard donc qui nous renoue, je pense, avec ce qu'on avait dit avant. Je vais juste regarder ce qu'on avait dit avant. Et Sarah, oui, c'est ça, c'est la psychologue du travail. Alors, donc on disait, ouais, que c'était j'ai pas été sympa avec Sarah sur sur ce qu'elle a dit. Donc elle nous dit quoi après? Ne m'en veux pas, hein, Sarah, ne m'en veux pas. Hem, donc des sessions de formation, meilleure compréhension de soi et des autres. Énéagramme, OK. Dénouer les conflits, décodage du langage non verbal, approche systémique, coaching individuel. Bon, en gros, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense. C'est un peu du à la carte et il y a plein de choses, mais ça dépend évidemment des personnes qui vont être, accompagnées. Donc je rejoins ce que je disais tout à l'heure, faire la liste, hein, et cetera, et cetera. Et c'est pas facile comme exercice. Maud me confirme que c'est très tendu en recrutement en ce moment. Ouais, oui, c'est ce que j'ai entendu. Donc bon, désolé, hein, faut avoir là clairement, le seul conseil que je peux donner pour quelqu'un qui n'est plus du tout dans le game, je sais pas si tu es généraliste ou pas, mais c'est vraiment la stratégie du, heu, du candidat. Il faut avoir une stratégie candidat. La fameuse stratégie du candidat pénurique, quoi, hein. Il faut se transformer en agent de candidat, trouver les candidats pénuriques et ensuite il faut les marketer à toutes les entreprises de son secteur, quoi, hein. C'était ça notre stratégie. Le fameux moment où on s'en fiche d'avoir des clients parce qu'on n'a pas de candidats, en fait. Bref, je referme l'aparté, mais Maud, doit comprendre ce que je veux dire. Du coup, il y a un replay de la réunion VIP. Oui, en effet, il y a un replay, et vous recevez le lien par email normalement. Alors tous les emails sont programmés, je ne sais plus dans quel email, mais normalement, vous recevez le lien, du replay par email. Il faut le temps qu'on le mette en ligne et cetera et cetera. Donc de toute façon, il va pas ce sera pas disponible juste à la fin. C'est, après, donc voilà. Ce serait pas juste à la fin et vous avez pas un replay, c'est impossible. Il faut le temps qu'on le télécharge, qu'on le mette en ligne et cetera et cetera. Donc normalement, il faut que vous dire que le replay, vous l'avez, le lendemain, avant, la prochaine séance. Voilà. Désolé, mais malheureusement, c'est compliqué de faire plus vite, quoi. L'idéal, c'est évidemment d'être présent, mais pas de problème, hein, vous avez un replay, il y a pas de souci. Dans les 24 heures maximum, vous l'avez, hein. Je n'ai pas reçu le lien de replay d'hier, donc ouais, je regarderai, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, je regarderai pour être sûr que ça part ou pas, mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Hem, alors, Aminata qui disait que je voulais dire qu'il peine à croître. Ah oui, d'accord, dans les 2 cas, bon, bah, bon, je renouvelle mon conseil. Idéalement, c'est mieux d'aller chercher des clients qui ont pas de problème de croissance que des clients qui ont des problèmes de croissance. Ils ont juste Parce qu'ils ont d'autres problèmes, mais ils ont l'argent. Mais bon, après ça, c'est un détail, hein. Je suis pas là pour vous donner un avis sur votre business, mais plutôt sur comment formuler la proposition de valeur, ce qui est pas la même chose. Hem, alors, l'objectif est la réorganisation de l'entreprise pour viser la croissance et la rentabilité. Encore une fois, on n'est pas sur un accompagnement business, mais je sais que la croissance n'est pas forcément la rentabilité, a priori. Et dans plein de cas, vous avez des problèmes de rentabilité quand vous commencez à croître. Donc mon conseil, encore une fois, c'est plutôt d'aller chercher les entreprises qui ont déjà la croissance et qui vont, peut-être souffrir de rentabilité. Mais bon, encore une fois, voilà, je sais pas, c'est pas ma place de dire ça. Hem, OK, phrase d'accroche, consultant alors phrase d'accroche, c'est Maud. Donc Maud, notre consultante en recrutement. J'aide les ESN et sociétés de portage salarial à recruter leurs commerciaux. Business developer, talent acquisition spécialiste qui performent. Ah ouais, alors ça existe. OK. Donc tu es consultante recrutement freelance pour recruter pour les ESN? Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, les ESN c'est, comment ça s'appelait avant déjà les ESN? Je me rappelle même plus. Il y avait un autre nom. En gros, c'est les entreprises qui vont, placer des consultants, dans des entreprises. Donc techniquement, les ESN, c'est un peu des boîtes qui sont spécialisées en recrutement. Donc c'est drôle. Du coup, d'être consultante en recrutement pour des boîtes qui font du recrutement. Intéressant, intéressant, intéressant. Je suis assez surpris que ça existe.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ouais, je connaissais pas ce business model. Bref, en tout cas, oui, c'est précis. Les ESN se, reconnaîtront et oui, oui, bah, clairement, c'est une bonne proposition de valeur. Hem, ouais, c'est une bonne spécialisation, clairement, clairement, clairement. Enfin, une bonne spécialisation, je sais pas, mais si c'est une bonne, mais en tout cas, c'est une bonne formulation et c'est clair, précis et net, ouais. Il y a pas de souci là-dessus. Ensuite, Sarah: «J'ai rédigé cette phrase grâce aux interviews menées et aux mots-clés de ma cible». D'accord. Sarah, c'était quoi déjà? Touc, touc, touc. Je suis désolé, j'ai forcément j'oublie, hein, je mélange tout après, donc je vais juste être sûr. Sarah, c'était neurosciences. Ah bah, oui, oui. OK, bon, bah, parfait. Donc ouais, le parfait. La proposition de valeur de Sarah, je la rappelle, hein. J'accompagne en 9 semaines des femmes cadres hypersensibles en post-burnout à comprendre leur fonctionnement face au stress pour préserver leur santé, leur énergie, retrouver clarté et équilibre et construire une activité alignée avec leurs besoins et leurs valeurs. Donc il y a beaucoup de choses, mais on garde la même structure. Comme quoi, vous voyez, même avec cette structure, vous pouvez avoir quelque chose d'assez complet. C'est une structure pratique. Elle accompagne en combien de temps? En 9 semaines. Donc on a un cadre précis, ce qui sous-entend quelque part qu'il y a une méthode derrière. On sait que c'est en 9 semaines. Ensuite, qui? Bah, des femmes cadres, c'est pas n'importe qui, c'est que des femmes et elles sont cadres et ensuite, elles vont se reconnaître parce qu'elles sont hypersensibles en post-burnout et qu'est-ce qu'on les aide à faire? On les aide à comprendre leur fonctionnement face au stress, ce qui est un bon, comment dire? Ça répond bien à une douleur parce que le stress est conscient, on est conscient qu'on est stressé, en tout cas à un moment donné, on va être conscient et pourquoi? C'est quoi les bénéfices? Pour préserver leur santé, leur énergie. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce qu'il est très bien écrite. Parce que là, on est vraiment sur une base. On va d'abord préserver la santé de leur énergie, d'accord? On va éviter qu'elle se crache dans le mur et ensuite, on va aller sur l'étape supérieure. Retrouver clarté, équilibre et encore ensuite, construire une activité alignée avec leurs besoins et leurs valeurs. Donc on a 3 bénéfices, non 3 niveaux de bénéfices différents. Donc c'est vraiment, la proposition de valeur de Sarah est très, très bien. Très, très bien, très, très bien. Donc ouais, parfait. Parfait, parfait. OK. Alors, j'ai eu quelques messages. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions, c'est le moment d'y aller. Alors, nous avons Sarah qui me confirme que c'est bien leurs mots. OK et alors si je souffle, hein, c'est que j'ai tendance à être en apnée quand je vous parle, c'est pour ça. Je respire très, très mal, hein. C'est pour ça que j'ai tendance à souffler. Sarah, donc au contraire, je suis là pour ça. Si je refais l'exercice, j'aide les alors, donc Sarah B qui nous dit donc Sarah B, c'était quoi? C'était ah oui, psychologue du travail. C'est qu'on se doit une revanche parce que j'ai pas été tendre, donc Sarah revient à la charge et nous dit quoi? «J'aide les personnes qui travaillent dans une organisation à mieux travailler ensemble». Ouais, ça reste extrêmement large. 80 de mes formations réalisées et celles avec l'énéagramme. Alors l'énéagramme, c'est un truc en rapport avec les personnalités, je crois, mais j'avoue que j'ai vu ça, il y a longtemps. Donc l'énéagramme, pour tout le monde, c'est un système de connaissance de soi basé sur 9 types de personnalités, représentés par une figure géométrique, un cercle avec des points reliés par des flèches, qui explore nos motivations profondes, peurs et comportements pour favoriser le développement personnel et l'amélioration des relations. Donc on a 9 archétypes, 9 types de personnalités qui sont décrits et voilà, donc je pense qu'on répond à des questions et ensuite on a 9 types de personnalités définis qui permettent de bien comprendre, de mieux comprendre une personne, puisqu'en fait ça «simplifie» entre guillemets, ça attribue un profil et par rapport à ce profil, on va pouvoir déterminer, j'imagine, certaines qualités, on va dire, de cette personne. Donc vous avez, l'altruiste, le battant, l'original, l'observateur, le loyal sceptique et cetera. Voilà ce que c'est l'énéagramme. Donc en effet, c'est mieux comprendre les personnes, pour qu'elles se comprennent mieux elles-mêmes pour, mieux travailler en collectif, en gros, hein. C'est un peu ça. Mais tu vois, par exemple, si 80 de tes formations réalisées est avec l'énéagramme, ta méthode, c'est, à mon avis, mais tu le sauras mieux que moi, de faire en sorte que les personnes se comprennent mieux elles-mêmes, j'imagine, pour mieux travailler ensemble, pour mieux être dans le collectif. Donc après, j'irai identifier quelles sont les grandes problématiques. Donc encore une fois, il faut faire du 80-20. Quelles sont les grandes problématiques que tu rencontres la plupart du temps? Parce que tu as des entreprises qui vont venir te chercher pour différents types de problèmes, différents types de situations
et ça peut être, peut-être parce que quelqu'un est à fond dans le développement personnel ou ça peut être parce que, le dirigeant, bah, il est peut-être là-dedans. Peut-être que ça peut être parce que Jean-Marc, bah, il Jean-Marc, il a failli, agresser, Ghislaine, donc faut peut-être qu'on travaille là-dessus, ou c'est j'en sais rien moi. Ou c'est la troisième grève au service logistique, donc peut-être un truc qui va pas trop, ou j'en sais rien. Ça vient souvent d'éléments comme ça déclencheurs, hein, c'est pas par plaisir, quoi, donc on va venir te chercher en te racontant une histoire, en te disant, «Bah, voilà, on a tel truc, tel machin, tel bidule». Mais j'imagine que dans 80 des cas, en fait, tu peux résumer ça à une, deux, trois causes et c'est ça qui je pense qu'il faut mettre dans ta proposition de valeur et après la méthode, c'est les problèmes que tu résous et après la méthode, ça va être notamment permettre, à mon avis, hein, je peux peut-être me tromper, de permettre aux personnes de mieux se comprendre elles-mêmes pour mieux travailler ensemble. Quelque chose autour de cette idée-là, j'imagine. Bon, dis-moi si je me trompe, si tu as une autre proposition de reformulation, je serais ravi de la voir. Ensuite ah oui, et oui Maud, SS2I, c'est vrai. ESN, c'était les SS2I. J'avais un trou, mais bien sûr. Alors, donc oui, Sarah m'a dit: «Mes clients me font le feedback que cette formation est une vraie expérience différenciante qui permet de mieux se connaître». Donc c'est ce que je disais, OK, mieux se connaître et de comprendre les autres. Parfait, pour mieux travailler ensemble. Pouvez-vous m'aider à ça rend une proposition de valeur importante? Bah, c'est ce que j'ai dit du coup, en gros et je pense que pour le liant, le truc en fait, comme je disais tout à l'heure, hein, par rapport à Sarah, je crois? Je me perds avec les Sarah. Notre coach oui, c'est Sarah aussi. G Pour Sarah, la coach en neurosciences, en fait, elle a écrit sa proposition de valeur autour des points de douleur, des objectifs, des problématiques que ses clientes ont vraiment décrits, en fait et donc là, il faut vraiment que tu arrives à trouver cette formulation autour de ces problématiques-là. Mmh, alors Sarah qui dit: «Est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir les coordonnées du groupe VIP pour échanger ensemble sur nos projets respectifs si ça intéresse les autres membres?» Évidemment. Donc là, ce que demande Sarah, c'est est-ce que vous pouvez échanger, vos coordonnées les uns avec les autres, j'imagine? J'imagine que c'est ça. Bah, écoutez, vous faites comme vous voulez. La seule question que je me pose, c'est est-ce que vous voyez les questions des uns des autres? Parce que je suis pas sûr, en fait. Est-ce que vous voyez les questions des uns des autres? Dites-moi. Si c'est pas le cas, c'est mort. Mais si c'est le cas, en fait, vous avez juste à échanger vos coordonnées dans le chat et comme ça, chacun sera libre de les noter. Et de les donner. Moi, je peux pas donner les coordonnées des autres personnes, en fait. Vous donnez nos coordonnées, enfin, on va pas donner vos coordonnées à d'autres personnes. Ça ça se fait pas trop. Donc, vous êtes libre de donner vos coordonnées dans le chat, mais dites-moi juste, en fait, si vous voyez les messages des autres. Oui, on voit. OK, bah, super. Voilà, donc vous avez, il est 17:39, vous avez, un peu moins de 20 minutes pour, donner vos coordonnées si vous le voulez, dans le chat et comme ça, de vous organiser entre vous si vous voulez, je peux pas mieux vous proposer en fait là. Moi, je peux pas donner les coordonnées des gens aux autres personnes, c'est pas possible. Vous nous confiez vos coordonnées, donc on va pas les donner aux autres. C'est non. Je pense même d'ailleurs que ce soit pas c'est pas très légal à mon avis et c'est pas très moral. Enfin, je le ferai pas quoi. C'est peut-être mon côté ancien consultant en recrutement, je sais pas, mais je transmets pas les coordonnées. Donc allez-y si vous voulez, hein, enfin, comme vous voulez. Du coup, je regarde juste les questions. Aminata me dit: «Parmi les 5 problèmes identifiés, le problème dur de mes clients, c'est la rentabilité. Ils ont l'impression de fournir beaucoup d'efforts». OK, OK. Très, très, très bien. Mais encore une fois, comme je disais, hein, la croissance et la rentabilité, ou le chiffre d'affaires et la rentabilité, c'est pas la même chose. Du coup, ce que je voulais dire, c'est à choisir, je pense qu'il est mieux d'aller chercher les entreprises qui ont de la croissance, qui ont en gros, qui vont pas se demander comment faire de l'argent, mais plutôt comment être rentable. C'est pas exactement la même chose. Et après, il y a des causes différentes, qui peuvent être même très, très différentes, quand une entreprise a des problèmes de rentabilité. Je suis pas financier, donc un financier va peut-être me dire: «Non, finalement, ça peut se réduire à un, deux, 3 ou 4 causes», j'en sais rien. Mais le point est toujours le même. En fait, c'est partez toujours de votre client idéal. Là, l'idée, c'est de se dire quoi? Qu'est-ce qui va permettre
aux personnes que vous visez de se reconnaître. C'est ça, en fait, le point clé. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont se reconnaître? Ils vont se dire: «Mais c'est exactement ça, c'est moi ça». Donc je suis pas je suis pas financier, je suis pas spécialiste de ça, mais j'ai quelques exemples comme ça dans ma tête qui me viennent. Je sais que, par exemple, quand vous êtes une start-up, vous avez, enfin une petite entreprise, hein, de manière générale, mais les start-up, c'est celles qui vont avoir une stratégie de forte croissance. Quand vous avez une entreprise, vous démarrez et au début, normalement, si vous y prenez pas comme un manche, c'est relativement facile d'être rentable. Parce que vous avez pas beaucoup de coûts, en fait, vous avez pas beaucoup de charges. Donc vous avez pas beaucoup de salariés, vous avez pas peut-être même pas de bureau, peut-être que voilà, j'en sais rien et vous démarrez et normalement, si tout se passe bien, si dès que vous avez du chiffre d'affaires, évidemment, je parle pas des gens qui n'ont pas de chiffre d'affaires, parce que là, je pense pas que tu t'intéresses aux entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires, mais au début, on est rentable et ensuite, il va y avoir un problème, c'est quand on va commencer à grossir et on va embaucher des middle managers. On va avoir beaucoup de charges d'un coup, puisqu'on va avoir des personnes qui nous coûtent de l'argent, qui nous rapportent pas d'argent, parce que c'est pas des commerciaux et cetera, qui nous coûtent de l'argent et du coup, la marge va fondre. Mais le pari, c'est que ce palier va se passer et qu'après ça va nous permettre d'atteindre un nouveau palier et cetera. Bon, c'est juste un exemple de problème extrêmement précis qui peut causer un problème de rentabilité. Ce problème très précis, si vous le décrivez à des dirigeants d'entreprise, tous ceux qui l'ont, ils vont se reconnaître, ils vont se dire: «Mais c'est exactement ça mon problème. Comment je fais?» Donc soit vous allez avoir les dirigeants d'entreprise qui ont peur d'embaucher des middle managers parce qu'ils ont peur de ne pas être rentables, soit vous allez avoir les gens qui sont dans la sauce parce qu'ils ont fait les recrutements et ils sont plus rentables et ils se disent: «Mince, on va tous mourir, qu'est-ce qui se passe?» et cetera et cetera. Ça, c'est un premier exemple. Alors j'en ai pas pléthore parce que c'est pas ma spécialité, mais bon, c'est juste pour montrer à quel point, dès qu'on commence à décrire un problème spécifique, on peut permettre aux gens de se dire: «Mais ça, c'est mon problème, en fait». Et c'est beaucoup plus puissant de décrire ça à une personne si vraiment ça, c'est le vrai problème qu'on va résoudre en plus, parce que du coup, on va avoir une solution ultra spécifique et du coup, les clients vont se dire: «Mais c'est exactement cette personne-là qu'il me faut. C'est pas tous les autres spécialistes qui me disent qu'ils peuvent m'aider à être rentable. Non, parce que mon problème, c'est exactement celui-ci. Donc c'est cette personne qui a la solution parce que c'est exactement ça mon problème». Autre exemple, vous faites, du e-commerce et je sais plus exactement la problématique parce qu'encore une fois, je te disais, c'est pas ma spécialité, mais je sais que quand vous grossissez un business avec du stock, en fait, c'est très, très dangereux à un moment donné ou avec de la logistique parce que plus vous allez vendre, potentiellement, plus vous allez avoir des coûts logistiques. Du coup, il est possible de vendre beaucoup plus et de perdre de l'argent. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'embaucher des middle managers, c'est des frais, des coûts de logistique et cetera. C'est une autre réalité. C'est peut-être une réalité qui est particulièrement consciente et présente. Par exemple, j'en sais rien, dans le e-commerce. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais imaginons que c'est le cas. Si Aminata, tu décris ça ou si c'est dans ta proposition de valeur, tu peux être spécialisé e-commerce parce que tu sais que ce problème-là précis, tu as une solution pour ce problème, par exemple, j'en sais rien. Bref, voilà pour mon deuxième exemple. Juste pour montrer que pour un problème, il peut y avoir différentes causes et cetera et cetera. Peut-être que tu peux régler tous les problèmes de tout le monde dans tous les cas, possible, mais tu vas moins permettre aux entreprises de se reconnaître. Voilà mon input sur ta proposition de valeur. Je sais pas si tu j'ai pas la solution, hein, je sais pas ce qu'il faut faire ou pas, mais tu auras toujours un intérêt en fait, pour moi, il faut que tu vois le marché adressable et te dire: «OK», je sais plus ce que c'est le terme, si c'est TAM ou je sais pas quoi, en gros, le marché total adressable et te dire: «OK, en Afrique ou dans les pays que je vise, les entreprises qui font du e-commerce et qui ont un problème de rentabilité par à cause des je sais pas moi, des coûts structurels de logistique ou j'en sais rien, ça représente, j'en sais rien moi, 50 de dollars. Bah, si j'ai 0,1 de ce marché-là, est-ce que je vis ou pas, quoi? Est-ce que c'est cohérent? Il y a aussi cette stratégie-là et de se dire: «Bah oui, en fait, carrément, donc autant viser ça». J'en sais rien, hein. Voilà. En gros, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment moi je réfléchirais à ça, si jamais c'était ma problématique. Ouais, je sais pas si Aminata, ça te parle ce que je te dis, mais voilà la différence entre ce que moi comment je décris le problème et le niveau de spécificité et comment toi tu décris ce que tu apportes, qui est beaucoup plus large et je pense que là, on voit bien la différence entre les 2. Bah, quelqu'un en e-commerce qui a un problème de logistique et de rentabilité, si je lui parle de ça, il va me dire: «Ouais mec, faut qu'on se parle». Alors que toi, si tu lui dis: «Bah, moi je vous aide à être rentable». Ouais, mais du coup, la première question qui va se poser, c'est: «OK, d'accord, mais dans ma situation, est-ce que vous allez savoir résoudre mon problème?» Dans mon cas, si c'est son problème, il y aura pas de question. Il va tout de suite se dire que je sais résoudre son problème. Et ça, c'est applicable à tout le monde, tous les toutes les propositions de valeur de tout le monde.
OK, bien. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors j'arrêterai un petit peu avant l'heure parce que je puisse respirer un petit peu et boire un peu et aller aux toilettes et cetera avant de reprendre la masterclass, le live. Donc si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Alors, on a des questions. En fait, c'est juste que le le chat ne se met pas à jour automatiquement, donc j'avais pas scrollé, j'avais pas vu qu'il y avait des réponses en dessous. Alors, donc Sarah qui nous dit, oui, Sarah qui nous dit, pardon: «Je vais plus me centrer sur les deux-trois problèmes les plus souvent rencontrés. Le dirigeant veut créer encore plus de cohésion au sein des équipes, où les collaborateurs n'arrivent pas à se comprendre et sont agacés par certains comportements de collègues». Moi, les conseils que je peux vous donner de manière générale, hein, à Sarah et à d'autres, vous avez différents moyens quand vous avez vraiment ce problème de dire: «OK, mais qu'est-ce que je choisis?» et cetera. Parce qu'en fait, dans la réalité, je peux travailler sur tel et tel sujet. Partez toujours du sujet ou du problème le plus conscient de votre client idéal, pas celui que vous avez besoin d'expliquer, celui qui comprend tout de suite. Dans 80 des cas, par exemple, les clients viennent vous chercher parce qu'ils ont X, Y ou Z problème. C'est cela que vous voulez. Prenez l'exemple de Sarah, un coach en neurosciences. Les mots qu'elle utilise, c'est les mots de ses clientes. Voilà. Comme ça, elle sait que c'est exactement ça. Donc pour Sarah, pour l'accompagnement, psychologue du travail là, c'est la même chose. Quel est le problème le plus conscient de votre, client? Qu'est-ce qui va lui faire tiquer? Qu'est-ce qui voilà, tout de suite. Ensuite, entre le dirigeant et les équipes, visez toujours le dirigeant. C'est lui qui paye, c'est lui qui décide. Donc évidemment, les équipes peuvent aller voir le dirigeant en disant: «Ouais, on a besoin», mais c'est rare que les équipes vont dire au dirigeant: «Eh, ce serait super bien que tu viennes, tu fasses venir un psychologue du travail, qu'on fasse une petite formation et tout parce que, là, sinon on va se tuer dans l'entrepôt». Non. C'est le dirigeant, alors ça peut être le dirigeant, ça peut être, un C-level, donc ça peut être un, je sais pas, un DRH, ça peut être un manager, ça peut être tout ce que vous voulez, mais visez plutôt les décisionnaires, même si c'est pas eux qui vont apporter le problème et cetera. C'est toujours les gens qui payent, hein, qui doivent être, idéalement la cible. Ensuite, ah bah tiens, Toumani. Toumani, ah je suis désolé, je vois pas trop bien, mon écran est petit. Toumani. Alors Toumani, on l'a pas eu pour l'instant. Donc j'ai monté une formation sur la prise de parole et la communication, Processcom. Je vise les ingénieurs IT et les RH. J'ai compris qu'il va falloir cibler davantage. Par contre, les ingénieurs, je suis mitigé. Ils ont un problème de communication. Il y aura des opportunités de poste à cause de cela, mais le truc, c'est que même si c'est reconnu, j'ai pas l'impression que ce soit urgent. As-tu des conseils à me donner? Alors, c'est très compliqué pour moi de donner des conseils sur, ce genre de truc parce que je connais pas ta cible, je connais pas ton offre. Donc donc c'est compliqué. Je peux vous donner des conseils et des feedbacks sur ce que vous avez déjà vous fait, mais là, on a une formation sur la prise de parole et la communication. OK, donc Processcom. Il vise les ingénieurs IT et les RH. OK. Déjà, tu as une formation sur la prise de parole et la communication. Donc tu permets à des gens de prendre la parole et à mieux communiquer, j'imagine. Donc qui, de manière générale, va avoir le plus besoin de prendre la parole et de mieux communiquer? Première chose, va être décisionnaire sur le fait de passer par un prestataire et va avoir l'argent pour le payer. C'est ça que moi je me demanderais. Tu vises les ingénieurs IT. Est-ce qu'un ingénieur IT, lui-même, va se dire: «Tiens, j'aimerais vachement là une formation pour m'aider à faire de la prise de parole»? Pas sûr. Par contre, est-ce qu'un ingé IT qui devient manager, qui doit animer des réunions, qui rentre au CODIR, qui devient, je sais pas moi, en gros un C-level, un directeur quoi. Là, OK. Mais pourquoi IT? Parce que toi, par exemple, tu connais l'IT? Il y a aussi ça. Si vous connaissez parfaitement, moi, si demain je devais lancer ce genre de truc, formation sur la prise de parole et communication, imaginons, bah, je connais très bien les recruteurs, je connais très bien les RH. Donc peut-être que j'irai plutôt là-dedans. J'ai travaillé 10 ans là-dedans. Je connais leurs vraies problématiques et je sais, par exemple, qu'un consultant en recrutement, ce qu'il va vouloir améliorer, c'est son rendez-vous client. Parce que le consultant en recrutement, il faut qu'il fasse rentrer des clients, il fait des rendez-vous clients. Sa capacité à être bon en rendez-vous client, c'est ça qui va lui faire rentrer de l'argent. Donc c'est ça qui va l'intéresser. Je sais que le consultant en recrutement, il s'en fiche de bien parler avec un candidat. C'est pas ça qui va lui faire rentrer de l'argent. C'est pas ça. Donc Maud pourra nous le confirmer.
Donc le nerf de la guerre, c'est est-ce que je fais rentrer du business? C'est ça qui est important. Donc si je fais des rendez-vous clients, c'est ça. Donc pensez toujours ça comme ça, en fait. Voilà, donc les RH, est-ce que les RH vraiment, doivent prendre la parole et ont besoin de les RH, là, j'imagine que c'est elles, enfin c'est les, pas elles, mais comment dire? Les RH, c'est les personnes qui vont peut-être décider d'un plan de formation et qui du coup vont dire: «Tiens, dans le plan de formation, ce serait bien qu'on fasse de la communication». Mais elles vont le faire si un besoin est né du côté manager. Donc parce que les RH, elles adorent, dépenser leur budget, formation. Mais il faut leur donner des idées, quoi. Et du coup, c'est pas les RH elles-mêmes qui vont prendre la parole. C'est peut-être des managers et cetera et cetera. Donc c'est plutôt comme ça, que je verrais le truc. Et là, tu me dis: «Les ingénieurs, ils ont un problème de communication. Ils ratent des opportunités de poste à cause de cela, mais le truc, c'est que même si c'est reconnu, j'ai pas l'impression que ce soit urgent». Moi, je peux te confirmer que tous les ingénieurs que je connais, déjà d'une, ils ont pas vraiment de problème d'emploi. Voilà. Souvent les ingénieurs, je parle des ingénieurs en France, hein, je sais pas partout, si c'est pareil partout, mais les ingénieurs, là, pour la plupart, n'ont pas vraiment de problème d'emploi. Ça veut pas dire qu'il y en a certainement qui ont des problèmes d'emploi, mais la plupart ont quand même un bon profil, mais je pense pas qu'ils aient l'impression qu'ils aient besoin vraiment de formation pour mieux communiquer. C'est pas en tout cas la meilleure cible, je pense. Voilà mon retour là-dessus. Ensuite, mais encore une fois, je connais pas aussi bien que vous votre cible et cetera. Je peux pas faire une étude de marché à votre place, quoi. Ça, c'est pas possible, donc prenez avec des pincettes ce genre de retour parce que je peux pas savoir pour vous, là, hein. Je vous donne juste mon avis. Ensuite, Aminata. Oui, la croissance et la rentabilité, ce n'est pas la même chose. Leurs symptômes, c'est le manque d'organisation, des prix mal définis, pas de stratégie, une équipe qui n'est pas efficace, et cetera. Hem, alors, bon après on va pas voilà. Je pense que les manques d'organisation, des prix mal définis, pas de stratégie, une équipe qui n'est pas efficace, c'est pas les symptômes, hein, c'est certainement les causes probables, mais le symptôme d'un manque de rentabilité, c'est qu'ils ont pas d'argent, quoi, hein, pour le coup, mais bon, un détail. Les causes sont tellement nombreuses, nous effectuons un diagnostic sur 6 domaines pour identifier les problèmes. Donc j'imagine qu'ils ont parce que si tu as des problèmes d'équipe, d'organisation, de machin, mais que tu fais plus 3 milliards par an, bon, c'est pas grave. Tu as des prix mal définis, mais tu fais 3 milliards de bénéfices. Pas grave, on est d'accord. Donc le point de douleur, c'est quoi en fait? C'est qu'ils ont pas de bénéfices, ils ont pas de marge. Ils perdent de l'argent. C'est ça le point de douleur précis. Heu, donc attaquez toujours le point de douleur et le point de douleur qui est le plus conscient, le plus présent, celui qui empêche de dormir la personne que vous visez. Donc là, par exemple, ça va être les dirigeants. Ça peut être éventuellement la personne qui est responsable des finances, si c'est une entreprise un peu plus grosse. Parce que c'est lui qui transpire, quand il fait les comptes ou quand il fait le bilan de l'entreprise. Mais le dirigeant aussi, hein, il transpire. Voilà, mais visez toujours la douleur et dites-vous: «OK, si c'est une organisation que vous visez, c'est qui dans l'organisation qui que ça empêche de dormir?» Voilà. Mais voyez bien qu'un manager responsable finance, vous allez pas l'aborder de la même manière que le dirigeant. Le dirigeant, par exemple, dont c'est l'entreprise, imaginons que c'est le dirigeant fondateur, lui, en fait, il perd sa boîte, il perd sa vie, quoi, hein. Le manager, côté finance, il perd son boulot. Pas exactement le même problème. Surtout qu'en plus en finance, il retrouve, très facilement, alors que l'autre, s'il a perdu sa boîte, bon, c'est pas c'est pas les mêmes enjeux. Est-ce qu'il y a un enregistrement des lives? Oui, normalement, vous avez, par mail, on vous le dit normalement quand même, non? Vous lisez les mails qu'on vous envoie? Parce que normalement, vous avez de l'information que vous avez un replay. Et je vais vérifier, je le redis, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vérifier si vous avez bien reçu le mail avec le replay. Mais surtout, 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 regardez bien vos emails et demain, de toute façon, on va corriger l'erreur. Demain, regardez bien si vous avez reçu, le replay. Pour ceux qui auraient éventuellement rejoint aujourd'hui le VIP, si je sais pas si c'est arrivé, peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas eu le mail, j'en sais rien. Mais bon, regardez bien demain. Donc je ne connais pas parfaitement l'IT, je m'y connais. OK. Alors pour ton ami qui me dit qu'il connaît pas parfaitement l'IT, mais qui s'y connaît, mon conseil vraiment, autant que faire se peut, visez une cible que vous connaissez parfaitement. Soit vous la connaissez déjà, soit faites des recherches et faites des interviews. C'est ce que j'ai dit au début du call, comme tu n'étais pas là, je le répète. Faites des calls avec votre candidat idéal. Rencontrez des gens, posez-leur la question, rencontrez-en plusieurs. Hem, OK. Et ton ami qui dit: «Les RH sont les décisionnaires», c'est les RH qui m'ont conseillé cela. Alors surtout, surtout, une décision que tout le monde peut appliquer aujourd'hui.
n'écoutez jamais les conseils des RH en matière de business. Parce que tout m'a mis en train de me dire que les RH l'ont conseillé de faire ce genre de d'offre. N'écoutez pas les RH pour des conseils business. Ils n'y connaissent rien, surtout pas. Donc faites attention. Je dis pas que c'est peut-être une bonne idée, hein, mais les RH, c'est un peu comme quand vous écoutez des femmes vous donner des conseils de séduction. Vous remarquerez que les femmes vont vous dire de faire des choses et vous voyez d'autres hommes faire pas du tout ça et ils ont beaucoup de succès. En fait, on peut pas être juge et parti, d'accord? Donc c'est la même chose. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez, c'est les femmes qui vont dire que, les hommes doivent être gentils et cetera et on connaît tous le cliché, du bad boy et puis, les femmes qui sont genre: «Oh waouh, qu'est-ce qu'il est sexy et tout». Je fais des caricatures exprès, hein et vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, vous dites: «Bon, tu dis ça, mais en vrai, c'est quoi la réalité?» Voilà et je les connais bien les RH, hein. Donc c'est valable pour tout le monde. Attention qui vous donne des conseils et vous remarquerez que moi, depuis le début du call, je vous donne des retours et j'arrête pas de vous dire que je peux pas mieux savoir que vous et votre client idéal. Voilà, OK? Il est 58, donc je vais m'arrêter là. On se voit tout de suite dans la masterclass et puis, on se reverra demain de toute façon parce que c'est moi qui ferai aussi le live, enfin qui fera les lives de demain. Allez, à tout de suite. Donc c'est un nouveau lien, attention, hein, c'est pas le même, il faut vous reconnecter avec l'autre, hein. Ne restez pas sur ce call, ça va pas fonctionner, hein, comme hier, j'imagine. Voilà, à tout de suite.